Dans le domaine universitaire et scientifique, des batailles sont menées chaque fois que de nouvelles idées ou de nouvelles preuves émergent et remettent en question la compréhension générale de l'époque. Des guerres sans effusion de sang, mais des guerres tout de même sont lentement menées dans de nombreux domaines de la connaissance, papier par papier et livre par livre. Ce qui est en jeu, ce sont les prix, le label d'expertise, la titularisation, l'enseignement et l'autorité qui découlent de l'établissement. Certaines de ces disputes sont précises, utilisant la méthode scientifique de l'hypothèse, de l'expérience et du résultat pour produire des conclusions concrètes, pour écorner les vieilles idées et pour faire avancer notre compréhension. Comme c'est le cas dans les disciplines de la biologie, physique ou la chimie, par exemple. D'autres disciplines sont moins précises et s'appuient sur l'interprétation d'ensembles incomplets de preuves, le tissage de données et d'observations, comme c'est le cas dans des domaines tels que l'archéologie ou la paléontologie. Une bataille qui s'est considérablement intensifiée au cours de la dernière décennie est la lutte pour les fondements de l'histoire humaine elle-même. Je ne parle pas de l'histoire moderne ni même de ce que nous appelons l'histoire ancienne, du moins telle que nous la connaissons aujourd'hui dans nos manuels scolaires. Je parle de ce qui s'est passé avant cela, du terrain sur lequel le récit de notre passé est construit et de la base de tout cela, de l'histoire de l'humanité. Voilà la chronologie de notre évolution en tant qu'espèce, notre passage de l'âge de pierre à l'ère de la civilisation. Ce sont ces aspects plus anciens de notre passé qui semblent être de plus en plus contestés. Les arguments avancés sont légitimes, ils proviennent de nombreux vecteurs et de nombreuses disciplines scientifiques différentes. De nombreux arguments sont basés sur des découvertes qui n'ont été faites que ces dernières années, et collectivement ils renforcent les arguments en faveur d'une réévaluation de l'histoire de notre passé. Tout le monde est plus ou moins au courant de cette histoire. Dans sa forme la plus basique, cela donne un peu ceci. Il y a quelque temps, nous, les humains Homo sapiens, avons évolué et sommes passés directement à l'âge de pierre, tripotant des bâtons et des cailloux et chassant avec satisfaction. C'est ici que nous passons la plus grande partie de notre temps sur Terre, des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Tout à coup, nous avons la brillante idée de faire équipe, d'élever des forts, de construire des murs, de créer des dieux et d'établir des règles. Et voilà, la civilisation est née. Les anciens Sumériens ont donné le coup d'envoi, puis l'Égypte, Babylone, les Grecs, les Romains, Les Mongols! les grandes dynasties chinoises et tout le reste. Bientôt, nous jouons avec des épées, des châteaux, des serfs et des esclaves. Maintenant, il est temps d'améliorer notre jeu de peinture et nous avons une renaissance. Quelqu'un observe que la vapeur se dilate, ce qui est encore la base de toute notre économie. Même les centrales nucléaires ne sont que de grands bouilloires pour faire bouillir de l'eau et faire se dilater la vapeur. Nous commençons une histoire d'amour avec la poudre à canon et l'argent. Nous mettons un compteur sur les électrons et les vendons à tout le monde. La révolution industrielle commence l'ascension inexorable de la technologie moderne. Alors, tout d'un coup, Bonjour, voilà tous réunis. Intangiblement connectés à cette chose appelée Internet, regardant des milliers de petits pixels clignotant sur un appareil d'une complexité inimaginable, tout en sirotant un café au lait, en portant des baskets et des vêtements synthétiques, dans notre jungle pavée et la plupart du temps comme si tout cela était parfaitement normal. L'idée que nous sommes tous ici comme le résultat direct d'une ligne droite ininterrompue de progrès humain venant de l'âge de pierre, c'est l'un des fondements sur lesquels repose notre identité humaine moderne. Mais c'est ce concept fondamental qui est remis en question. Les preuves que notre histoire est plus longue et beaucoup plus complexe ne cessent de s'accumuler. Le récit que tissent ces nouvelles preuves est franchement alarmant. Il raconte une histoire de destruction inimaginable, une histoire d'ascension et de chute de civilisations inconnues mais indéniablement puissantes. Un récit de technologies avancées qui ont été créées, utilisées, puis perdues pour nous, un cycle de mort et de renaissance à une échelle qui dépasse tout ce que contient notre version actuelle de l'histoire. Une version qui, à la lumière de toutes ces nouvelles preuves, peut simplement être considérée comme la dernière révolution de la roue d'hamster cosmique des civilisations humaines. Remettons quelques exemples de ces nouvelles preuves dans leur contexte. Voici un article de New Scientist datant de 2006 qui, si tu es comme moi et que tu nies complètement le fait de vieillir, date d'il y a 16 ans maintenant, ce qui est choquant, même si tu ne le saurais pas en écoutant la musique que j'écoute encore. Cet article présente la chronologie de l'évolution humaine, le récit principal de l'histoire tel qu'il était enseigné en 2006. Ainsi, faisons un graphique et parlons de nous les enfants. Il y a environ 195 000 ans, nous avons émergé sur la scène. À l'âge de pierre.
Nous restons ici pendant plusieurs dizaines de milliers d'années, jusqu'à ce que nous commencions à manger des champignons, à avoir des expériences visionnaires, à dessiner l'art rupestre, à enterrer nos morts, créer des concepts symboliques et abstraits, également appelé le Grand Bond en avant, qui s'est déroulé il y a environ 50 000 ans, à peu près au moment où les humains ont colonisé l'Australie pour la première fois. Ensuite, il y a environ 12 000 ans, et toujours globalement à l'âge de pierre, remarque bien, les hommes modernes ont finalement atteint les Amériques. L'âge de pierre s'achève finalement il y a à peine 6 000 ans, lorsque les premiers hommes modernes atteignent les Amériques. La véritable civilisation qui nous mène directement à nous commence avec les anciens Sumériens en Mésopotamie, qui se trouvaient principalement dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Examinons maintenant quelques-unes des nouvelles preuves recueillies depuis 2006 et la façon dont elles devraient affecter cette chronologie. Une nouvelle découverte de restes humains au Maroc nous a rendu instantanément plus vieux de plus de 30% que ce que nous pensions, repoussant la date la plus ancienne de notre espèce à quelques 300 000 ans. De nouvelles preuves d'ADN analysées à partir de restes néandertaliens estiment que nous nous sommes séparés d'eux à partir d'un ancêtre commun il y a déjà 800 000 ans. Non seulement cela, mais des découvertes d'espèces d'hominidés entièrement nouvelles, comme l'Homo florensis ou les Denisoviens, prouvent que nos origines en tant qu'espèces sont beaucoup plus complexes que nous ne l'avions jamais cru. Ces hominidés n'étaient pas des créatures simples et stupides, et avec des découvertes comme le bracelet de jade de Denisovan, un artefact vieux de 40 000 ans qui comprend un trou de forage, indique qu'ils étaient peut-être aussi intelligents, organisés et capables de comprendre des concepts abstraits que notre propre espèce. Comme notre chronologie s'étend plus loin, cela signifie aussi que nous avons coexisté avec nos cousins pendant très longtemps. Je crois qu'il y a beaucoup plus à découvrir ici. De nouveaux travaux archéologiques ont bouleversé notre compréhension de la chronologie humaine en Amérique grâce à des fouilles telles que le site du mastodonte de Cerruti à San Diego, ou les grottes de Bluefish, montrant que les humains pourraient bien avoir été en Amérique du Nord il y a 130 000 ans, et qu'ils étaient certainement là il y a 25 à 30 000 ans. Ce qui est beaucoup plus long que les dates revendiquées par la doctrine archéologique Clovigi, qui a si longtemps étranglé les efforts de recherche ouverts d'esprit en Amérique du Nord. Non seulement cela, mais des liens ADN entre les aborigènes australiens et les indigènes d'Amérique du Sud. Des liens qui ne semblent pas exister chez les peuples d'Amérique centrale ou d'Amérique du Nord remettent en question toute la théorie des ponts terrestres du Nord sur la diaspora de l'humanité. Ces résultats suggèrent que de grandes populations des groupes suffisamment importants pour laisser des indicateurs génétiques ont traversé l'océan Pacifique bien avant que nous ne soyons supposés capables de tels exploits. Et en ce qui concerne la civilisation, l'histoire devient encore plus intrigante, avec de nombreuses nouvelles découvertes qui repoussent la date supposée de notre début. De plus en plus loin, nous avions d'abord pensé que la civilisation était apparue il y a environ 6 000 ans, mais le plus grand site mégalithique du monde, Göbekli Tepe en Turquie, est maintenant connu pour avoir été délibérément enterré il y a environ 12 000 ans, probablement après des milliers d'années d'utilisation. La redéfinition du Grand Sphinx d'Égypte par le professeur de géologie Robert Schoch indique que cette structure est au moins aussi vieille que Göbekli Tepe, soit environ 12 000 ans, et qu'elle est peut-être beaucoup plus ancienne. Une énorme structure pyramidale artificielle a été récemment découverte en Indonésie sur un site appelé Gunung Padang. Des restes organiques provenant de chambres situées à l'intérieur de la structure ont été datés au carbone. Cela repousse la date de début de la civilisation à 2500 ans. Il n'y a pas que ces nouvelles découvertes lorsqu'il s'agit des raisons d'une réévaluation de l'histoire. Il existe une toute autre catégorie de preuves dans ce débat. Cette catégorie est qu'à bien des égards, notre interprétation actuelle de l'histoire n'a tout simplement pas de sens lorsque tu l'examines de près et avec attention. Les contradictions et les mystères abondent dans notre récit de l'histoire. Ils attirent l'attention des personnes intéressées et ouvertes d'esprit, malgré les efforts du monde universitaire. Dans de nombreux cas, tu déclares simplement que de tels mystères n'existent pas. Ces contradictions sont souvent cachées à la vue de tous. Elles se trouvent dans nos manuels scolaires et dans les étonnantes preuves mégalithiques qui nous sont laissées dans les lieux anciens du monde, démontrées nulle part mieux que celles de l'Égypte. Il suffit de considérer la période de l'Ancien Empire qui, selon les égyptologues, découle directement de l'âge primitif de la pierre et dont les habitants n'avaient pas la capacité d'extraire le granit. Pourquoi alors l'Ancien Empire est-il si riche en incroyables structures de granit qui n'ont jamais été égalées depuis? Comment ont-ils pu construire des artefacts et une architecture en granit aussi massif sans avoir la possibilité d'extraire ou de travailler cette pierre? Pourquoi les énormes pyramides mégalithiques, comme celle de Gizeh, ont-elles été les premières à être construites?
Et c'est sans parler de la précision époustouflante qui se dégage de cet ouvrage datant de la période la plus ancienne de l'histoire égyptienne. Une précision que l'on retrouve dans les plus petits objets, comme les milliers de jarres en pierre exquise tournées autour, jusqu'aux plus grands objets, comme la Grande Pyramide, which compte encore aujourd'hui parmi les structures les plus précises de la planète. Si tu regardes de près, tu trouveras les signes évidents et les marques d'un usinage et d'outils avancés, outils qui ne sont pas trouvés dans les archives archéologiques. Après l'Ancien Empire, l'Égypte a continué à construire des pyramides et à réaliser des œuvres d'art, mais ils n'ont jamais réussi à atteindre les mêmes capacités techniques que celles qu'ils étaient censés avoir au tout début de leur civilisation. Demande-toi si c'est vraiment ainsi que fonctionnent les civilisations. Est-ce qu'elles atteignent leur apogée instantanément puis se dégradent au fil du temps? Une autre contradiction, cette fois-ci en Amérique du Sud. Pourquoi y a-t-il 3 styles distincts d'architecture présents dans les sites anciens péruviens, 3 styles qui sont sauvagement différents dans leur sophistication technologique? Pourquoi ces 3 styles se retrouvent-ils toujours dans le même ordre, les travaux les plus grands et les plus difficiles se trouvant dans les couches inférieures et les plus anciennes, tandis que le travail de la pierre beaucoup plus grossier et plus simple se trouve au sommet? Ces 3 styles sont attribués aux seuls Incas, dont la civilisation, aussi puissante soit-elle, n'a existé que pendant 150 ans. Est-ce que cela ressemble au travail de 6 ou 7 générations de la même civilisation? Que penser des mystérieuses pierres de précision de Pumapunku et Tiwanaku en Bolivie, ou des murs cyclopéens de Sacsayhuaman? Pourquoi tant de ces sites témoignent-ils d'une destruction massive à un moment lointain du passé? Pourquoi l'architecture mégalithique que l'on trouve partout dans le monde, du Pérou à l'île de Pâques en passant par l'Égypte et la Turquie, correspond à ce qui suit si étroitement, si elle provient de civilisations différentes qui ont été séparées non seulement par la distance mais aussi par des millénaires? Pourquoi trouvons-nous seulement maintenant, grâce à la déforestation, littéralement des centaines d'énormes formes géométriques en terre, ainsi que les vestiges de villes entières dans la jungle amazonienne? Qu'en est-il des pyramides qui parsèment la Chine, des pyramides que personne n'a été autorisé à filmer, et encore moins à étudier depuis une quarantaine d'années? Aucun de ces mystères ne s'inscrit dans notre récit actuel de l'histoire. La culture pyramidale elle-même semble être une constante dans de nombreuses régions du monde. La plus grande et la plus célèbre des pyramides, la grande pyramide de Gizeh, n'a pas encore livré tous ses secrets, malgré notre technologie moderne. La grande pyramide de Gizeh est la plus grande pyramide de l'histoire de l'humanité, avec tous les aspects de sa construction que nous avons réussi à élucider depuis son alignement précis sur le nord géographique jusqu'aux constellations célestes. C'est un rapport de géométrie sacrée qui encode les constantes mêmes de la nature, jusqu'au fait qu'il s'agit essentiellement d'un modèle à l'échelle exacte de la Terre. Tous ces attributs sont comme un message envoyé à travers le temps, un message qui nous parle d'une compréhension profonde de l'univers, une compréhension qui a dû exister dans un passé lointain, et une compréhension et une capacité que nous ne pouvons tout simplement pas attribuer à ce que nous savons actuellement des anciennes civilisations de nos manuels scolaires. Pourquoi existe-t-il des cartes anciennes, comme la carte de Pirire ou la carte d'Orontofineux, des cartes qui montrent l'Antarctique avant même qu'il ne soit découvert? Certaines parties de ces cartes, les parties exactes, ont été dessinées à partir de cartes sources beaucoup plus anciennes, qui, comme tant d'autres documents anciens, sont aujourd'hui perdus pour nous. Non seulement l'Antarctique est représentée sur ces cartes, mais elles décrivent avec précision le littoral de l'Antarctique qui se trouve sous la glace. Une affirmation qui a été vérifiée par des experts de l'armée de l'air américaine en 1960. Plusieurs cartes anciennes montrent des preuves indéniables de technologie avancée et de mathématiques dans leurs projections. Et dans leur grande précision en matière de longitude, la mesure de la distance à l'est et à l'ouest du méridien d'origine. C'est quelque chose que nous n'avons pu faire en tant que civilisation qu'au XIXe siècle, à l'époque du deuxième voyage de découverte de James Cook, à cause de la nécessité de disposer de chronomètres précis que nous n'avions tout simplement pas inventés jusqu'à ce moment-là. Je ne pense pas que beaucoup de ces contradictions, ni de ces mystères, puissent être résolus à partir de notre paradigme actuel de l'histoire. Nous ne pouvons pas non plus attribuer véritablement tous les travaux mégalithiques ou les anciens objets de haute technologie qui nous restent à ce que nous savons des grandes civilisations anciennes, mais primitives qui constituent notre version orthodoxe de l'histoire. J'aime et je respecte beaucoup nos anciennes civilisations, mais en réalité, une partie de ce que nous voyons était simplement de leur portée technologique. L'écart technologique entre ce que nous savons des civilisations anciennes et ce que nous voyons est attesté par tant de professionnels,
d'artisans, de bâtisseurs et ingénieurs, des experts qui étudient ces choses en détail, des personnes qui sont bien plus qualifiées pour offrir des opinions sur la technologie ou l'ingénierie ancienne que les égyptologues ou les archéologues qui se moquent généralement de ces opinions, mais qui ne pourraient pas fabriquer la chaise sur laquelle ils sont assis lorsqu'ils le font. Il existe cependant une clé qui permet de percer ces mystères, une solution qui donne un sens à toutes ces contradictions. Cette solution nous vient de domaines scientifiques voisins et d'une série de découvertes faites seulement au cours des 20 dernières années. C'est un énorme clangor dans le récit de l'histoire. Quelque chose qui rend notre chronologie établie et qui détruit la prémisse d'une ligne unique et ininterrompue de progrès humain depuis l'âge de pierre, la prémisse même sur laquelle l'histoire est construite. La méthode de l'analyse de l'histoire de l'humanité fait table rase du passé et son impact est tel que si nous étions honnêtes, nous ne pourrions pas nous en sortir. Si nous étions vraiment ouverts d'esprit et réceptifs aux nouvelles preuves, nous devrions vraiment réécrire toute notre histoire depuis le début. Cette clé est connue aujourd'hui sous le nom de cataclysme du Young Dria. Il s'est produit dans la période d'il y a environ 12 900 ans et a modifié la surface de la Terre. Les preuves montrent maintenant que la planète a été soumise à une série de cataclysmes d'une violence inimaginable au cours de cette période. Ces événements ont finalement conduit à la fonte rapide des glaciers continentaux, avec une série de méga-inondations d'une violence catastrophique. La signature de ces événements est encore bien visible dans le paysage spectaculaire de régions telles que les Channel Scablans. Jusqu'à 10% de la biomasse de la planète était en feu. Et cette période a laissé une signature de destruction que l'on retrouve dans les strates de la Terre sur des dizaines de sites, de l'Amérique du Nord à l'Afrique du Sud. Le Driage a mis fin au maximum glaciaire de la période glaciaire. Il a tué la moitié de la mégafaune du Pléistocène, jusqu'à 80% de tous les grands animaux des Amériques. Ces événements et la fonte des calottes glaciaires ont fait monter le niveau de la mer d'environ 400 pieds jusqu'à la hauteur qu'il atteint encore aujourd'hui. Ce fut une période très sombre pour la vie sur cette planète. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à une civilisation, vivant probablement dans les régions côtières plus chaudes à l'époque, aurait été presque entièrement effacé. À l'appui de ce point, de nouvelles preuves ADN montrent un énorme goulot d'étranglement génétique et une réduction de la population mondiale de personnes alignées sur la période du Young Dri. L'aspect le plus important pour moi, le fait indéniable de cet événement, c'est que malgré notre âge en tant qu'espèce, toute notre histoire enregistrée de nos preuves de civilisation, tout cela vient après ce cataclysme qui met fin au monde. Pourquoi penses-tu que c'est le cas? Presque toutes les cultures anciennes nous parlent de cette période tumultueuse, avec leurs récits d'origine et leur religion symbolique. Ils parlent de cataclysme, de destruction, de déluge et de feu. Ils parlent de la destruction du monde par une guerre dans le ciel, de leurs ancêtres qui ont vécu de justesse ces événements et qui ont ensuite été obligés de recommencer. Ils parlent de dieux, de géants et de grands civilisateurs dotés de pouvoirs magiques et d'autres technologies venus de l'autre côté de la mer. Il n'y a pas que les preuves de cataclysme que l'on retrouve dans tant de récits anciens, il existe un autre point commun curieux entre les Mayas anciens et les religions. Et c'est que beaucoup d'entre eux encodent systématiquement des connaissances célestes avancées dans leurs récits symboliques. Et ce constat a été fait pour de nombreuses cultures différentes qui s'étendent sur l'ensemble du globe, ainsi que sur des millénaires. Ce sont les mêmes informations, les mêmes preuves d'une compréhension profonde des mouvements des cieux. Ces données sont encodées dans les Mayas et les religions, même dans certains cas où ces cultures elles-mêmes n'avaient pas de telles connaissances. Nos propres religions, nos cultes solaires modernes, encodent également ces connaissances célestes et nous parlent aussi de cataclysmes, impact cosmique et des inondations qui mettent fin au monde. La science vient aujourd'hui étayer la vérité contenue dans ces légendes et ces religions, et la vérité sur le cataclysme du Young Dria. Plus de 150 articles évalués par des pairs ont été publiés depuis que la théorie est apparue en 2006. Et ces dernières années, nous avons même trouvé ce qui pourrait être l'un des cratères de cet impact cosmique, un énorme, sous le glacier Aroate au Groenland. C'est dans ce contexte, celui d'un cataclysme et d'une quasi-extinction, que la chronologie humaine et les mystères du récit de l'histoire peuvent commencer à prendre un peu de sens. Devient un récit d'héritage, de lignes temporelles étendues, de civilisations qui s'élèvent et tombent, d'une puissante civilisation mondiale qui a existé dans un passé lointain. Une civilisation qui a été frappée et engloutie par la terre ou subsumée par les mers, une civilisation qui a laissé des traces de sa grandeur dans l'architecture et les artefacts. Elle a laissé des héritages de son savoir encodés dans les cultures et les religions des peuples qui l'ont suivi.
Après tout, les anciens Égyptiens se qualifiaient eux-mêmes de civilisation de l'héritage. Un héritage de quoi? C'est dans ce contexte, celui d'une civilisation perdue, ancienne et de haute technologie, que les contradictions évidentes de l'architecture mégalithique pourraient être expliquées, et que l'énigme des objets manifestement de haute technologie pourrait être entièrement étudiée et résolue. Malgré ce déluge de nouvelles preuves, nos universitaires titulaires et les manuels d'histoire sont très lents à changer, quand ils ne sont pas carrément hostiles à toute nouvelle idée. À bien des égards, le récit de l'histoire ressemble beaucoup à un dogme religieux. En fin de compte, ce n'est qu'une histoire, et ces grands prêtres de l'archéologie et de l'égyptologie ne tirent vraiment leur autorité que de l'acceptation par le grand public de cette histoire. Si remettre en question cette version dogmatique de l'histoire est une hérésie, alors c'est une étiquette que j'accepte volontiers, et je considère cette chaîne comme une sorte de boîte à outils de l'hérétique des temps modernes. Beaucoup d'autres personnes sont également sur cette voie, des auteurs, des chercheurs, des collègues créateurs de contenu. Je pense qu'un lent réveil est en train de se produire, car de plus en plus de gens réalisent qu'il est grand temps de réévaluer et de réexaminer l'histoire de notre passé. Tu trouveras sur cette chaîne du contenu qui explore de nombreux aspects de ce débat, des cataclysmes de l'ère glaciaire à l'examen de nouvelles preuves scientifiques, les enquêtes sur les sites anciens et la recherche de preuves d'une autre technologie ancienne. Mon espoir est de faire connaître un peu ce débat, d'intéresser plus de gens à la découverte de notre véritable histoire et surtout de faire connaître les choses, de faire en sorte que les gens soient captivés par le véritable mystère et l'émerveillement qui attendent ceux qui souhaitent visiter les étonnants lieux anciens qui nous sont encore laissés à travers le monde. Je veux que nous tenions compte des avertissements transmis par les civilisations anciennes, des avertissements qui sont indiqués par l'alignement astronomique de temps de leur structure et écrits dans temps de leurs histoires. Nous devons comprendre les dangers qui nous guettent dans l'environnement cosmique de notre avenir. En fin de compte, je crois que nos priorités en tant qu'espèce doivent changer si nous espérons survivre à long terme et éventuellement nous propager dans les étoiles. Je m'appelle Ben et tu es en train de regarder Uncharted X. Je voulais que ce soit une introduction à ma chaîne et un aperçu de ce que j'essaie de faire. Si c'est la première fois que tu vois un de mes travaux, alors bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu trouveras le reste de mon contenu intéressant. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui choisissent de me soutenir et de soutenir ma mission par le biais du modèle valeur pour valeur, que tu peux trouver sur mon site internet à l'adresse Uncharted.com si tu souhaites en savoir plus. Comme toujours, merci d'avoir regardé. Je te donne rendez-vous pour la prochaine édition. Santé.